Anatoly Moskvin, Crimes. Horrible, du marionnettiste russe. Le 2 novembre 2011, la police russe est entrée dans l'appartement où vivait Anatoly Moskvin, un écrivain et ancien professeur d'université avec ses parents. Il était soupçonné d'extrémisme contre la population musulmane. Les agents de l'ordre s'attendaient probablement à trouver des plans pour des actions illégales ou au moins de la littérature extrémiste. Mais ils ont découvert quelque chose de bien plus inhabituel. Dans tout l'appartement étaient disposées 29 poupées grandeur nature, faites à la main. Fabriquées avec ce qui ressemblait à du papier mâché, les poupées étaient vêtues de vêtements féminins. Et dans de nombreux cas, elles avaient des boutons cousus sur leur visage à la place des yeux. Beaucoup étaient couvertes de cosmétiques. Certaines avaient des visages peints. D'autres portaient des visages de peluche qui avaient été retirés et fixés aux poupées. Lorsque les officiers déplaçaient ces figures, elles émettaient des sons étranges. Il s'est avéré que dans la poitrine de beaucoup d'entre elles étaient cachées des boîtes à musique et des jouets qui commençaient à sonner quand on les bougeait. On a également remarqué que certaines poupées avaient des ouvertures juste sous les yeux. Il est difficile d'imaginer ce que les enquêteurs antiterroristes ont pensé en voyant cette image, mais ils n'ont pas mis longtemps à découvrir que ces poupées cachaient quelque chose de plus sinistre. Dans chacune se trouvaient des restes momifiés de jeunes personnes. Ils ont découvert l'un des incidents les plus étranges de ces dernières années. Il est temps de tamiser les lumières et de s'installer confortablement pendant que je vous raconte l'une des affaires criminelles les plus inhabituelles que j'ai jamais rencontrées. Une histoire de magie noire, de fantômes, de clones, de folie et de maltraitance. L'histoire d'un homme que les médias russes ont appelé le marionnettiste. C'est un triste récit sur Anatoly Moskvin et sa passion inhabituelle. Notre histoire commence dans la Russie de 1966. L'ère de la stagnation était une période difficile pour grandir dans l'ex-Union soviétique. Des hivers froids, une économie en déclin. Anatoly Moskvin, né le 1er septembre 1966, était inhabituel dès le début. Ses parents ont rapidement remarqué que leur fils possédait des capacités spéciales. Dès son jeune âge, Anatoly a montré une intelligence exceptionnelle et beaucoup l'ont considéré comme un génie tout au long de sa vie. Cependant, comme c'est souvent le cas, son intelligence élevée s'accompagnait de difficultés à comprendre les normes sociales. Anatoly a grandi en étant réservé et avait du mal à se faire des amis. C'est pourquoi il était souvent la cible de moqueries et se sentait seul. Mais le jeune homme essayait de ne pas attirer l'attention et se consacrait entièrement à l'étude. Il dépensait tout son argent libre en livres et a même appris plusieurs langues par lui-même. Anatoly a reconnu très tôt le côté sombre de ce monde. Une fois, il est rentré chez lui couvert de contusions et a raconté qu'il avait été attaqué par une personne inconnue en rentrant de l'école. Comme si cela ne suffisait pas, il a été impliqué à un jeune âge dans un incident vraiment étrange qui l'a définitivement mis sur la voie qui mènerait à son comportement inapproprié. Anatoly collectait du vieux papier pour un devoir scolaire. Il y avait un élément de compétition, ce qui fait que les élèves étaient partout en train d'essayer de collecter plus de papier. Ainsi, Anatoly s'est retrouvé seul dans une partie inconnue de la ville devant une maison étrange. En entrant dans la cour, il a été choqué de découvrir qu'il était entré dans une sorte de cérémonie funéraire. Il a vu 13 personnes, debout, autour d'un cercueil, vêtues de manteaux noirs et tenant des bougies. Le couvercle était ouvert, bien qu'Anatoly ne puisse pas distinguer qui s'y trouvait. Cependant, il était difficile de ne pas remarquer la taille. C'était un petit cercueil. Compréhensiblement, Anatoly a pris peur et s'est retourné pour fuir le jardin aussi vite que possible. Mais ce faisant, l'adulte le plus proche l'a saisi par l'épaule. Il a été conduit au cercueil. Là,
il a vu la jeune Natacha Petrova. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés de leur vivant, elle aurait plus tard une énorme influence sur le jeune Anatoly. Il était effrayé et continuait à refuser, pleurant et suppliant qu'on le laisse rentrer chez lui. Mais la scène étrange ne s'est pas arrêtée là, car le baiser n'était apparemment que le début d'un rituel inhabituel que ces personnes effectuaient. La mère de Natacha a sorti 2 anneaux, un pour Anatoly et un autre qu'il devait placer au doigt de Natacha. Ce qu'il réalisait était une cérémonie de mariage déformée qui, selon eux, unissait Anatoly à l'inanimée Natacha par le lien du mariage. Après l'échange des anneaux, on a remis à Anatoly un panier de fruits et un peu d'argent. On lui a ordonné de ne parler de l'incident à personne pendant 40 jours et on l'a laissé partir. Cet événement à lui seul aurait suffi à expliquer la fascination ultérieure d'Anatoly pour le surnaturel. Mais ce qui l'a définitivement confirmé sur cette voie, c'est un incident qui s'est produit quelques nuits plus tard, lorsque Natacha lui a rendu visite. Anatoly a raconté qu'il a commencé à voir Natacha dans ses rêves. L'aspect rituel de leur prétendu mariage semblait avoir une forte influence sur Anatoly. Le prétendu fantôme de Natacha venait à lui la nuit et offrait de lui enseigner la magie noire. Il rejetait ses offres, mais elle revenait nuit après nuit avec la même proposition et insistait sur le fait qu'il était important pour Anatoly d'apprendre les pratiques occultes. Mais ce n'était pas sa seule exigence. Elle voulait aussi qu'il retourne au village où il s'était marié. S'il visitait cet endroit, elle disparaissait de ses rêves. Mais s'il n'y allait pas assez souvent, elle s'infiltrait à nouveau dans sa conscience tard dans la nuit. Anatoly a partagé ses expériences avec ses parents. Confus et inquiets, ils ont emmené leur fils chez un médecin et ont affirmé que ces étranges fantasmes n'étaient que le résultat de la puberté. Le médecin a prescrit à Anatoly un sédatif pour dormir, mais Natacha continuait à apparaître. Anatoly craignait ces visites. Finalement, Natacha a proposé un marché. S'il effectuait un simple rituel pour elle, elle le laisserait tranquille. Après beaucoup d'hésitation, Anatoly a accepté. La difficulté était que pour accomplir ce rituel, il avait besoin d'un petit morceau de l'un de ses camarades de classe. Néanmoins, Anatoly a réussi à suivre les instructions de Natacha et le fantôme a tenu sa promesse et l'a laissé tranquille. Pourtant, il a continué à visiter sa tombe annuellement, ce qui a peut-être contribué à maintenir son âme dans un état paisible. L'intérêt d'Anatoly pour le surnaturel s'est élargi avec le temps. Anatoly a étudié à l'université de Moscou, où il a obtenu un diplôme en études celtiques et a montré un intérêt particulier pour les anciens rites liés au passage vers l'au-delà et à la vie après la mort dans diverses cultures. C'est précisément à l'université qu'Anatoly, malgré sa réserve, a trouvé des personnes partageant les mêmes idées. Il a rejoint un groupe de lucifériens, un ordre qui a renforcé son intérêt pour le chemin de la main gauche et l'a fait plonger plus profondément dans le monde de la magie. Il était dévoué à sa pratique et a fait vœu d'abstinence, bien que les relations intimes n'aient apparemment jamais été une priorité pour Anatoly, ce qui peut peut-être s'expliquer par des traumatismes de son passé. Anatoly a dit que pendant cette période, il regrettait d'avoir rejeté les offres de Natacha pour lui enseigner la magie. Lorsqu'il a raconté à d'autres praticiens son expérience avec sa fiancée d'enfance, ils ont montré un énorme intérêt et ont volontiers partagé des secrets de l'occultisme avec lui. C'est à peu près à cette époque qu'il a commencé à expérimenter avec des restes d'animaux comme composants essentiels de ses rituels. Après avoir terminé ses études, Anatoly est devenu professeur d'université. Cependant, ses collègues le considéraient comme excentrique et parfois difficile à traiter. Bientôt, il a été forcé d'abandonner son poste,
Mais Anatoly a considéré cela comme une opportunité de se concentrer sur sa vocation d'écrivain et d'autres intérêts. Anatoly a commencé un projet commun avec un collègue scientifique. Les archives de l'époque soviétique étaient souvent inexactes et beaucoup de l'histoire locale s'est perdue. Ce projet pouvait être considéré comme une méthode pour restaurer des histoires locales oubliées et l'étude des cimetières semblait être une approche raisonnable. Évidemment, son inclination particulière pour les cimetières a aidé Anatoly. Pour subvenir à ses besoins pendant cette longue recherche, Anatoly travaillait comme tuteur à temps partiel. À ce moment-là, il maîtrisait 13 langues différentes et aimait enseigner à de jeunes élèves. Sa mère a remarqué à quel point il réussissait à trouver un langage commun avec la jeune génération. Il semblait qu'Anatoly se sentait le plus heureux précisément pendant la communication avec eux. Pendant ses voyages, il écrivait également des articles pour diverses publications. Anatoly est devenu un véritable connaisseur des tombes. Selon ses mots, en 3 ans, il a visité plus de 752 cimetières différents. Il les connaissait comme sa poche. Il se souvenait des noms de tous les défunts, des dates et des circonstances de leur décès. Il a développé des connaissances encyclopédiques sur les cimetières et l'histoire locale associée. Mais tout cela a affecté son état. Durant ces années, Anatoly voyageait principalement à pied. Il était épuisé et physiquement drainé par les longues transitions vers les cimetières. Il devait boire dans des flaques d'eau et dormir où il pouvait. Bien que, si le choix du lieu pour dormir était conscient ou forcé, ce n'est pas clair. Pendant ses voyages de recherche, cependant, un comportement encore plus troublant a commencé à se manifester. À partir de ses études d'histoire populaire, Anatoly a appris la pratique de dormir sur les tombes. Il semblait avoir une affection particulière pour les jeunes âmes, et à un moment donné, il a commencé à dormir sur les tombes qu'il trouvait lors de ses promenades dans les cimetières. La situation a pris un tournant encore plus sombre lorsqu'Anatoly a raconté que ces âmes avaient commencé à lui parler. Il ne choisissait que ces lieux de repos où reposaient ceux qui, selon lui étaient dits favorables. Avec sa connaissance de l'histoire locale, il leur posait des questions. C'est ainsi qu'il déterminait s'il s'agissait vraiment des âmes des défunts ou peut-être de démons sous l'apparence d'innocents. En l'an 2003, Anatoly a entamé une relation apparemment très spirituelle, mais non intime, avec une femme. Tous deux ont décidé qu'ils voulaient avoir des enfants. Anatoly était fortement attiré par l'idée d'avoir son propre enfant, mais en raison de son vœu de chasteté et des particularités de leur relation, l'adoption était la seule option. Ils ont bientôt déposé une demande d'adoption, mais les parents d'Anatoly, chez qui il vivait, étaient contre cette idée. Avec sa situation financière instable, Anatoly ne pouvait pas se permettre un appartement à lui, donc ils auraient tous dû vivre ensemble dans un espace restreint. En raison des faibles revenus, la demande d'adoption a été rejetée, et peu après, sa relation s'est rapidement rompue. C'est alors, en colère et affligé, qu'il a dit à sa mère qu'il pratiquait la magie noire, mais elle a simplement écarté cela et l'a considéré comme un autre caprice étrange de son fils. Après une dispute avec ses parents au sujet de l'adoption, Anatoly s'est rendu à son foyer spirituel, le cimetière. C'est alors que sa collection a commencé. Il a perturbé le repos du dernier lieu de repos d'une jeune personne, la première de beaucoup. Il a décidé que s'il ne pouvait pas avoir son propre enfant, il donnerait une seconde chance à un enfant étranger. Il prévoyait d'utiliser ses connaissances magiques croissantes pour la nécromancie et ramener ceux qui n'avaient pas vécu une vie complète. Évidemment, il s'était préparé pendant un certain temps et avait étudié le processus de momification. Il a séché ce qu'il a trouvé, l'a momifié et l'a apporté dans la maison où il vivait avec ses parents.
Là, il a placé les restes dans une poupée faite maison et l'a habillée avec des vêtements qu'il avait trouvés à la décharge. Les tentatives d'Anatoly pour ramener la personne à la vie ont échoué de façon prévisible, mais il croyait aux possibilités de la science. Il était convaincu que la science finirait par se développer au point de pouvoir surmonter la frontière finale de l'existence humaine d'une manière ou d'une autre. Il a dit qu'il ressentait de la compassion pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de vivre une vie complète et voulait les faire revivre. Quand les pratiques magiques n'ont pas fonctionné, il a conservé ses trouvailles dans l'espoir que lorsque la recherche génétique avancerait, elles pourraient être utilisées pour créer des clones pour donner une chance de vie qui avait été impitoyablement enlevée. Cette mission signifiait qu'Anatoly ne s'en tiendrait pas à une seule trouvaille. Il lui en fallait plus. Vers l'année 2009, les enquêteurs ont commencé à recevoir de plus en plus de rapports sur des tombes perturbées, mais n'ont pas pu trouver d'indices concrets. Donc, l'enquête n'a pas progressé. Pendant ce temps, Anatoly a élargi sa collection de poupées et a recueilli des matériaux de divers cimetières. Il créait des visages pour les poupées, cousait des boutons comme yeux et appliquait du maquillage pour leur donner une apparence plus vivante. Et encore une fois, ses parents n'ont pas prêté attention au nombre croissant de poupées grandeur nature et l'ont considéré comme un autre passe-temps étrange de leur fils. Parfois, sa mère le surprenait en train de parler aux poupées. Elle le réprimandait souvent et l'appelait immature. Quand les parents d'Anatoly invitaient des amis, ils discutaient de son projet artistique avec les poupées. Les voisins ont remarqué une odeur désagréable provenant de l'appartement, mais l'ont attribuée à des problèmes de plomberie. Anatoly a même présenté une de ses poupées à sa tante et l'a assise à table pendant le dîner. Étonnamment, personne n'a exprimé d'inquiétude concernant le comportement d'Anatoly pendant cette période et comment ses parents s'accommodaient d'une telle atmosphère dans leur maison. Chaque année, les parents quittaient l'appartement pour l'été. Cela donnait à Anatoly l'occasion de passer librement du temps avec ses protégés sans être jugé. C'est exactement ainsi qu'il les percevait, comme ses protégés. Il connaissait leurs noms, date de naissance et les circonstances de leur départ. Anatoly s'efforçait d'en apprendre le plus possible sur eux. Il avait des favoris et ceux avec qui il ne ressentait pas de lien particulier. Les moins aimés, il les envoyait au garage, tandis que les élus restaient dans sa chambre. Il ne se permettait pas d'expressions grossières en leur présence. Il célébrait des événements importants et des anniversaires. Il prenait des repas avec eux. Il leur montrait des dessins animés. Anatoly ne les considérait pas comme des figures sans vie. Il affirmait qu'en fabriquant les poupées, il n'avait jamais agi avec irrespect et effectuait son travail avec soin, bien que dans sa compréhension déformée, il les traitait comme des êtres qui étaient seulement temporairement privés de mouvement et attendaient une opportunité pour les ramener à leur état antérieur. Cela a duré presque 10 ans. Anatoly ne s'est jamais débarrassé de sa collection étrange, mais l'a constamment élargie. Il avait attiré l'attention de la police depuis un certain temps, mais pas pour la raison que l'on pourrait soupçonner. Plusieurs de ses articles avaient suscité des controverses, notamment un travail sur l'histoire de la croix gammée. C'est pourquoi il a quand été mis sur une liste d'extrémistes potentiels à surveiller. Après l'attentat terroriste en l'an 2011, les enquêteurs ont découvert Anatoly dans un cimetière musulman dans des circonstances suspectes. Cela a conduit à son arrestation et à la perquisition de sa maison, où un terrible secret qu'il avait gardé pendant 9 ans a été découvert. Certains médias ont diffusé l'information selon laquelle les poupées trouvées étaient enveloppées dans des vêtements suggestifs. Mais il semble que l'inclination personnelle n'ait joué aucun rôle dans les actions d'Anatoly. Il est incompréhensible pourquoi il faut donner un caractère sensationnel à une histoire déjà troublante.
très probablement, le choix de la garde-robe était simplement déterminé par la disponibilité des vêtements féminins. Le maquillage était utilisé pour donner aux poupées un aspect plus naturel, et dans de nombreux cas, il les habillait avec les mêmes vêtements dans lesquels elles avaient été enterrées. Anatoly a admis qu'il savait que ces actions étaient illégales, mais croyait qu'il le faisait pour le bien commun. Il s'efforçait de ne pas perturber les tombes, dans l'espoir que personne ne remarquerait l'absence. Il affirmait qu'il ne le faisait pas pour cacher ses actions, mais pour épargner de la douleur aux proches. À son avis, c'était un acte de bonté. Mais il y avait des parents qui visitaient les lieux de repos de leurs proches sans se douter qu'il leur avait été enlevé une seconde fois. Anatoly a été diagnostiqué schizophrène et déclaré incapable de comparaître devant le tribunal. Il a été admis dans une clinique psychiatrique, où tous les 6 mois la possibilité d'un retour dans la société est évaluée. Malgré les appels, il est toujours dans la clinique. Il passera peut-être le reste de sa vie là-bas. Des militants des droits de l'homme ont tenté d'obtenir sa libération suite à des rapports de mauvais traitement par le personnel de sécurité et d'autres patients. Les proches de ceux dont il a perturbé les lieux de repos ne veulent naturellement pas sa libération. S'il ne pouvait pas avoir ce qui lui appartenait, il prenait ceux qui, selon lui, étaient négligés. Dans le cadre de sa punition, on lui a ordonné de payer une indemnisation aux parents, bien qu'un père ait refusé et expliqué que Moskvin avait mieux pris soin de sa fille que lui-même ne l'avait fait de son vivant. Aux yeux de certaines personnes, Anatoly Moskvin est un scélérat abominable. Pour d'autres, c'est une figure qui suscite une compassion tragique, une victime de maltraitance par l'État russe. Ce qu'il a fait est évidemment totalement inacceptable, et il est difficile de ne pas imaginer où ses actions auraient pu mener s'il n'avait pas été capturé. Le 3 mars 1987, région de Leningrad, Russie. En ce jour sombre, un conducteur âgé revenait en ville après avoir rendu visite à des proches. Soudain, une femme effrayée a surgi sur la chaussée et s'est presque jetée devant la voiture. Les mains tremblantes, elle pointait en direction d'un petit bois à proximité. Après s'être arrêté, l'homme a décidé de découvrir la cause de sa panique. Entre les arbres, il a découvert une personne dans un état terrible. Ce même soir, Anatoly Kostin, chef du département d'enquête sur les crimes particulièrement graves, voulait terminer sa journée de travail. Le téléphone a sonné de façon inattendue. Le standardiste a signalé qu'un homme blessé avait été trouvé près de Krasnoye Selo, non loin de Leningrad. Kostin s'est immédiatement rendu à l'endroit indiqué, emmenant avec lui son adjoint Alexandre Malichev. Ce que les enquêteurs ont vu a étonné même ces hommes qui avaient déjà beaucoup vu dans leur service. En examinant le lieu de la découverte, ils ont remarqué la position étrange du blessé. Les jambes repliées contre la poitrine, les mains attachées dans le dos. Cela indiquait clairement que l'incident s'était produit ailleurs et que la personne avait été transportée ici plus tard. Jusqu'à la fin des années 80, de tels incidents étaient une exception, bien que la période ne puisse être qualifiée de calme. La société sentait déjà les changements à venir. Aucun document ni objet de valeur n'a été trouvé sur lui. S'agissait-il d'un simple vol ? Mais pourquoi alors de telles complications ? Les experts ont également déterminé que l'homme avait d'abord été soumis à des coups, puis on lui avait bloqué l'accès à l'oxygène. Blessure de l'organe de la parole, asphyxie. Manifestement pas un vol ordinaire. Alors quoi ? Une vengeance ? Ou pire encore, un rituel d'une secte inconnue ? Peut-être n'est-ce que le début d'une série d'incidents similaires. Kostin et Malichev, professionnels expérimentés ayant résolu des dizaines d'affaires, étaient en perplexe. Pourquoi fallait-il priver cette personne de la capacité de parler ? Quel message secret portait cette cruauté ? Cela ne signifiait-il pas qu'on voulait le faire taire pour toujours ?
Et qui était cet inconnu? Quelle information ne peut-il désormais plus partager avec personne? Anatoly Kostin a demandé des informations sur les personnes récemment portées disparues. Au cours de l'enquête, un fait intéressant a été révélé. Il y a quelques mois, un certain Alexandre Soloviev avait disparu sans laisser de traces, un spécialiste d'une des entreprises de défense. L'affaire aurait-elle possiblement une piste étrangère? L'homme vivait avec les parents de sa femme, son épouse et 2 enfants dans un appartement exigu de 2 pièces dans la région de Krasnoïe-Selo. En comparant les photos de Soloviev avec l'image de l'homme retrouvé, c'est devenu évident. Il s'agissait de la même personne. Et c'est là qu'est apparu le premier détail énigmatique de l'histoire. Comme il s'est avéré, ce n'étaient pas les membres de la famille, mais les collègues de travail qui avaient de déposer la demande de recherche. L'employé n'était pas apparu au travail depuis longtemps, ce qui avait suscité l'inquiétude de la direction. Lorsque les supérieurs ont appelé au domicile du disparu, ils ont entendu une réponse étonnante. Nous ne savons pas vraiment nous-mêmes où il se trouve. La situation semblait extrêmement suspecte. Une personne est absente de son domicile depuis de nombreux mois et les proches ne semblent pas inquiets. Ce point intéressait particulièrement les enquêteurs. Pourquoi les proches du disparu ne se sont-ils pas adressés eux-mêmes aux autorités? Une supposition s'imposait. Les proches de Soloviev pourraient avoir été impliqués dans sa disparition. Mais qui exactement? Il s'est avéré que Soloviev s'était officiellement séparé de sa femme il y a 6 mois. La raison en était supposément ses aventures constantes. Du moins, c'est ce qu'affirmait la mère de sa femme, Lyudmila Fyodorovna. Selon ses dires, le gendre fréquentait des femmes au comportement douteux, était dépendant d'habitudes nocives et provoquait des scandales. La belle-mère Lyudmila Vyushina a raconté que, après le divorce, Soloviev avait loué un appartement et était parti. Depuis lors, selon elle, il n'avait pas contacté la famille une seule fois. Même pour les enfants qu'il adorait auparavant, il avait cessé de s'y intéresser. Et à nouveau, une bizarrerie est apparue dans l'affaire. Personne à part la belle-mère ne parlait négativement de Soloviev. Au travail, on ne disait que du bien de lui. Il menait une vie saine et répétait constamment combien il aimait sa Sveta. Et les enfants, selon les collègues, il les adorait. La question se posait, est-ce que la belle-mère noircit délibérément l'ex-gendre? Dans quel but? A-t-elle simplement une rancune? Ou sait-elle quelque chose d'important? Les enquêteurs ont décidé de faire un pas non conventionnel. Le jour des adieux à Soloviev, des enquêteurs en civil sont venus au cimetière. Ils observaient attentivement ce qui se passait. Et ce n'était nullement un intérêt oisif. Dans la pratique d'enquête, il y a des cas où les personnes coupables viennent aux cérémonies d'adieu de ceux dont elles ont elles-mêmes organisé la disparition. On dit qu'elles sont attirées par une force inexplicable. Un jour plus tard, Kostin et Malichev ont examiné attentivement les photos prises au cimetière. Sur l'une des photos, en arrière-plan, on pouvait voir une silhouette floue. Il était difficile de déterminer s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme. Mais on pouvait voir que cette personne observait attentivement la procession. La silhouette n'était entrée que fugitivement dans l'objectif. Qui cela aurait-il pu être? Était-il possible que ce soit celui qui était impliqué dans l'incident? Le lendemain, sur le monticule frais est apparue une composition florale avec une note « Pardonne-moi tout. Sans toi, l'existence perd son sens. Mais avant de partir, je me vengerai au nom de notre amour. » On a décidé de placer la tombe de Soloviev sous surveillance constante. Il y avait une probabilité que la personne qui avait laissé le message réapparaisse. En effet, après quelques jours, une certaine femme est venue. Elle a déposé des fleurs, est sortie sur le chemin,
a regardé autour d'elle et n'a remarqué l'employé en civil qu'à ce moment-là, suite à quoi elle a pris la fuite. Elle a réussi à se défaire de la poursuite. En courant vers la rue, elle a essayé d'arrêter une voiture. L'inconnu a eu de la chance. Un conducteur privé s'est arrêté à proximité. La femme a sauté agilement sur la banquette arrière et a ordonné « Conduis plus vite !» À ce moment-là, les enquêteurs sont apparus. Le conducteur a immédiatement compris. Ici, quelque chose ne va pas. Et il a refusé de transporter la passagère suspecte. La confusion d'une seconde a décidé de l'issue de la situation. La personne arrêtée s'est avérée être Natalia Korotkova. Lors de l'interrogatoire, il s'est avéré qu'elle était une ancienne camarade de classe d'Alexandre Soloviev. Ils étaient amis depuis l'enfance et prévoyaient de former une famille à l'avenir. Mais de façon inattendue, Sveta est apparue. Cette jeune femme a complètement accaparé l'attention d'Alexandre. Cela ressemblait à une sorte de confusion de l'esprit. De plus, la mère de Sveta s'impliquait activement dans la relation. Elle insinuait clairement, si Alexandre épousait sa fille, un avenir excellent l'attendait, y compris des perspectives de carrière. Pour beaucoup dans le groupe d'enquête, la situation semblait évidente. Jalousie classique. Natalia Korotkova a éliminé Soloviev en raison d'un sentiment d'humiliation. Et le message sur la tombe n'était qu'une tentative de détourner les soupçons d'elle-même. Cependant, une nuance étrange de cette affaire restait floue. Pourquoi Korotkova avait-elle dû priver Soloviev de sa capacité à parler? Dans l'enquête, s'accumulaient de nombreuses zones d'ombre. Dans l'une des interviews, Korotkova a soudainement partagé des informations. Elle prétendait connaître la véritable raison du divorce de Soloviev avec sa femme. Selon ses dires, il n'était nullement le coureur de jupons que la mère de son ex-femme essayait de présenter. Derrière la façade familiale se cachait une histoire compliquée. Les deux garçons qu'Alexandre élevait comme ses propres fils provenaient d'un autre homme. Ce fait douloureux n'a été connu du mari trompé qu'après 9 ans, peu avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. L'affaire s'est enrichie de nouveaux détails. Vraisemblablement, la raison de la disparition soudaine de Soloviev était l'amère vérité qu'il avait découverte. Cependant, tant la belle-mère que sa fille ont catégoriquement nié ces accusations et les ont qualifiées de calomnie. À qui faites-vous confiance? À cette ratée prête à tout pour se venger d'une rivale? S'indignait-elle. Cependant, les enquêteurs Kostin et Malichev doutaient à peine. La solution de la mystérieuse disparition devait être cherchée précisément dans cette famille. Pour avancer dans l'enquête, ils ont décidé de faire un pas inhabituel. Déguisé en plombier, un agent des forces de l'ordre a été envoyé dans l'appartement de l'ex-femme de Soloviev et de sa mère. Tout en prétendant vérifier les tuyaux, il a étudié attentivement l'environnement. À première vue, c'était évident. Les anciens proches de Soloviev vivaient dans l'aisance. Bien qu'officiellement seule la belle-mère, Lyudmila Fyodorovna, travaillait. Elle occupait le poste de directrice adjointe pour l'administration et l'économie à l'école professionnelle de la ville de Krasnoye Selo. Mais le plus intéressant est apparu plus tard. Lorsque le supposé plombier voulait partir, un homme en vêtements d'intérieur est sorti de la chambre à coucher. C'était un certain Igor Kosish, le père biologique des enfants que Soloviev avait élevés. L'histoire de la rencontre de Kosish avec Svetlana s'est avérée inhabituelle. Ils avaient été présentés par sa propre mère. Lyudmila parlait depuis longtemps au jeune homme de sa fille, soi-disant une beauté et intelligente. Seulement dommage que son mari ait des problèmes de santé et ne puisse pas devenir père. Un jour, Lyudmila Vyuchina a invité Kosish chez elle. Le jeune homme ne soupçonnait pas quelles conséquences cette visite aurait. À table, l'hôtesse versait assidûment aux convives et l'a ensuite fait dormir dans l'une des chambres. Au matin,
Kozich s'est réveillé à côté de sa fille Svetlana. Lyudmila Fyodorovna a rassuré l'invité confus. Cela peut arriver à n'importe qui. De plus, tu es un beau gars. Parlez d'abord, et puis la vie montrera ce qui vient. Quand Svetlana est tombée enceinte, Kozich lui a proposé de se marier. Après tout, elle portait son enfant. Mais étrangement, Lyudmila Fyodorovna s'y est soudainement opposée. Cependant, tout cela n'est apparu que beaucoup plus tard. La femme rusée trompait constamment tout le monde. Sa fille Sveta ne prévoyait pas du tout de se séparer de son mari. Pour elle, Kozich n'était qu'une source de la descendance souhaitée. Elle n'avait besoin que d'une chose, qu'il l'aide à concevoir des enfants. Quand la vérité a éclaté, une sérieuse dispute est survenue. Igor Kozich était confus de voir pourquoi on avait joué avec ses sentiments, ce à quoi Lyudmila Fyodorovna a sincèrement répondu. « J'ai toujours rêvé de petits-enfants. Sveta Vyuchina a bientôt donné naissance à des jumeaux. Des secrets familiaux choquants sont venus à la surface. Le soupçon est né que c'était précisément Igor Kozich qui pourrait être impliqué dans la disparition du mari trompé pour ensuite épouser Sveta. Mais restait une question étrange. Pourquoi couper la langue à Soloviev? À ce moment, de nouvelles informations sont arrivées. Un cas similaire s'était déjà produit. Il y a un mois, non loin de Leningrad, on avait trouvé le disparu Malakov. On lui avait infligé une blessure à la tête, on l'avait attaché et on l'avait abandonné dans l'épaisseur de la forêt. Le suspect a été arrêté presque immédiatement. Il s'est avéré que c'était Ivan Gomosov. Un célibataire de 32 ans qui travaille comme serrurier à l'usine Kirov. Auparavant, il avait eu des problèmes avec la loi en raison d'un comportement inapproprié et de délits de mineurs. Il se caractérise par un caractère explosif et montre souvent une colère injustifiée. Ces cas pourraient-ils être liés? Peut-être que l'enquête allait tout le temps dans la mauvaise direction, fouillant dans les secrets personnels de la famille Soloviev. Lors du premier interrogatoire, Gomosov avoue de façon inattendue « Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voulez-vous que je vous montre comment tout s'est passé ?» On l'emmène sur les lieux du crime. Personne ne soupçonne même que le délinquant expérimenté a déjà tout prévu. Gomosov décrit les événements en détail. Pendant ce temps, des soupçons surgissent chez l'enquêteur Anatoly Kostin. Trop d'inexactitudes dans le récit. Soudain, l'un des enquêteurs demande « Et avec quoi as-tu transporté Soloviev ?» La question prend Gomosov au dépourvu. « Je ne m'en souviens pas. » Tous comprennent immédiatement. L'homme ment manifestement. De façon inattendue, le suspect repousse le garde et se précipite dans l'épaisseur de la forêt. Gomosov court aussi vite qu'il peut. Soudain, un obstacle aquatique apparaît devant lui. C'est Mars. La glace n'est pas fiable. Il ne reste qu'une issue. Essayez de traverser la rivière à la nage. À ce moment, de derrière résonne l'ordre. Arrêtez-vous, pas un pas de plus. Plus tard, il s'avère que Gomosov avait fait sa confession avec un seul objectif, tenter de s'échapper pendant l'expérience d'enquête. L'enquête semblait dans l'impasse. Il était nécessaire de revenir au point de départ. Kostin et Malichev passaient et repassaient en revue les dossiers de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à parler avec les voisins du disparu Soloviev. Bientôt, un fait intéressant est apparu. À la veille des fêtes du Nouvel An, des témoins ont remarqué Soloviev montant dans une Djiguli. Ce qui était remarquable, c'est qu'il n'est pas monté seul dans la voiture. Avec lui se trouvait Lyudmila Fyodorovna, sa belle-mère. Cela signifie-t-il que Vyuchina avait caché la vérité tout ce temps? Pourquoi? Quels autres secrets cachent cette famille inhabituelle? Est-ce que là se trouve peut-être vraiment la clé pour résoudre la disparition? Pendant ce temps, Alexandre Malichev a découvert une nouvelle piste.
Il s'est avéré que Soloviev avait eu une violente dispute avec sa belle-mère avant sa disparition. Soloviev répétait constamment « Je ne la supporte pas, elle a détruit ma vie ». Il devient évident, l'homme avait découvert un sombre secret. C'est probablement ce qui a conduit à la triste fin. Une confirmation indirecte de cette théorie étaient les circonstances étranges de l'incident. Car pour une raison quelconque, on avait coupé la langue au disparu, comme si on voulait qu'il garde le silence. Une surveillance discrète a été organisée pour l'ex-femme et la belle-mère. Un interrogatoire direct et une perquisition pourraient être infructueux. Kostin et Malichev avaient déjà compris. Lyudmila Fyodorovna est une personne dominante, inflexible et rusée. Elle avait certainement considéré toutes les nuances. Après une semaine, des détails inattendus ont été révélés. Différents hommes venaient régulièrement à l'appartement des Viouchines. Kostin et Malichev se perdaient en conjectures. Apparemment, les hommes venaient avec l'accord de Lyudmila Fyodorovna. Qui sont ces inconnus? Lyudmila Fyodorovna aurait-elle établi chez elle un lieu pour des divertissements douteux? Ou elle-même n'est-elle pas opposée à se divertir? Avec chaque jour, le comportement de la mère et de la fille devenait plus suspect. L'action ne pouvait être reportée. Anatoly Kostin a décidé de demander l'autorisation d'inspecter l'appartement douteux. À ce moment, Sveta Viouchina est venue au commissariat. La jeune femme a raconté aux enquêteurs des détails étonnants de sa vie privée. Lyudmila Fyodorovna avait toujours rêvé d'un mariage prometteur pour sa fille unique. Quand Alexandre Soloviev est apparu, la femme pragmatique a immédiatement compris la variante idéale. Le jeune homme avait terminé l'école avec une médaille d'or. Tous parlèrent de son avenir prometteur. Lyudmila Fyodorovna a décidé de marier Sveta à Soloviev et de pousser Alexandre à gravir l'échelle de carrière. L'aîné des Viouchina pensait « Un poste élevé signifie non seulement un salaire solide, mais aussi l'accès à diverses valeurs matérielles qu'on peut s'approprier. » C'est exactement ce qu'elle avait fait elle-même. Elle avait travaillé toute sa vie dans le système éducatif et s'occupait constamment de l'appropriation de ressources. Elle se vantait même devant son gendre. Regarde comment il faut s'y prendre dans la vie. Mais le temps passait et une difficulté est apparue. Une très sérieuse. La vie conjugale de Svetlana et Alexandre ne se déroulait pas aussi harmonieusement qu'on aurait pu le souhaiter. Le couple n'avait pas d'enfants. Lyudmila Fyodorovna, la mère de Svetlana, était sérieusement préoccupée par le fait que l'absence de descendance pourrait conduire à la dissolution du mariage. La belle-mère blâmait exclusivement le gendre pour l'absence d'enfants. Après mûre réflexion, Lyudmila Fyodorovna a trouvé une solution qui, à son avis, était idéale au problème. Viouchina a développé son propre plan d'action. Si Svetlana ne pouvait pas avoir d'enfant de son mari, alors il fallait trouver un autre candidat. Combien de fois exactement Svetlana a dû rencontrer des hommes étrangers? On ne sait pas. Selon les rumeurs, pendant que Soloviev était absent en voyage d'affaires, sa maison se transformait en un véritable lieu de passage pour les représentants du sexe fort. La mère et la fille ont décidé de garder secrète l'origine des enfants. Pendant un certain temps, elles ont réussi à cacher la vérité. Alexandre, qui ne soupçonnait pas la tromperie, aimait les petits et s'est avéré être un père exemplaire. Lyudmila Fyodorovna ne tarissait pas d'éloges sur son plan. Pendant ce temps, les enfants grandissaient. Un jour, Soloviev a commencé à remarquer que les descendants lui ressemblaient peu physiquement. En secret, Alexandre s'est adressé à un spécialiste. Là, une découverte bouleversante l'attendait. Il ne pouvait physiquement pas avoir d'enfant. À son retour à la maison, Soloviev a provoqué un énorme scandale et a accusé sa femme d'infidélité. Mais Lyudmila Fyodorovna a défendu sa fille et a révélé tout le schéma. Soloviev ne s'attendait pas du tout à un tel tournant. Il a quitté la maison en claquant bruyamment la porte.
La belle-mère lui a seulement crié avec moquerie. « Sans moi, tu n'es rien !» Les enquêteurs ont pris une décision urgente. Lyudmila Fyodorovna devait être arrêtée immédiatement. Une équipe d'intervention s'est rendue à l'appartement de Vyuchina. La femme a été trouvée à domicile et on lui a demandé de s'habiller. Alors Lyudmila Fyodorovna a exprimé son mécontentement. « Peut-être me permettra-t-on de m'habiller sans regards indiscrets ?» On lui a permis d'aller dans la chambre à coucher. Les agents, ne s'attendant à aucune ruse, ont quitté la pièce. Un moment plus tard, la serrure a cliqué et la femme a commencé fébrilement à fouiller dans le contenu des tiroirs. Elle a finalement trouvé ce qu'elle cherchait, un objet pliant tranchant. Lorsque les forces d'intervention ont réussi à entrer dans la pièce, Lyudmila Fyodorovna a poussé un cri perçant, puis a insinué qu'elle avait subi des violences. Cependant, la représentation n'a pas duré longtemps. Vyuchina a été désarmée professionnellement. Lors de l'interrogatoire, Lyudmila s'est comportée de manière provocante et a catégoriquement refusé d'admettre quoi que ce soit. Kostine et Malichev se trouvaient non face à un sérieux dilemme. Il n'y avait pas de preuves contre la belle-mère. Les déclarations de la fille seraient difficilement prises au sérieux par le tribunal. Il semblait qu'il faudrait libérer la femme rusée. À ce moment, Svetlana a partagé une information importante. Le supérieur de sa mère, un certain Bachmakov, était informé de toutes ses affaires. Peut-être pourrait-on le faire parler. Bachmakov a été mis sous surveillance et bientôt un détail intéressant est apparu. Igor Bachmakov possédait une voiture Jiguli. Cela a attiré l'attention des enquêteurs, car l'ingénieur Soloviev était monté dans une voiture de cette marque avec sa belle-mère le jour de sa disparition. C'est alors qu'Alexandre avait été vu pour la dernière fois. Il a été décidé d'arrêter Bachmakov. Lors des premiers interrogatoires, il a catégoriquement nié son implication. Mais les enquêteurs sentaient là que les preuves étaient à l'approche. Ils ont décidé d'examiner minutieusement l'appartement et le bureau du suspect. Lors de l'inspection, des taches rouges foncées ont été découvertes. L'analyse a confirmé. Il s'agissait de matériel biologique de Soloviev. Quand Bachmakov a vu l'avis des spécialistes, il a compris que nier était inutile. « Écrivez », a-t-il dit doucement, « j'ai éliminé Alexandre Soloviev. » Le mari trompé avait décidé de régler ses comptes avec la rusée belle-mère. Un jour, en rentrant du travail, il l'avait invité à parler dans la cuisine. Là, Soloviev avait expliqué qu'il exigeait le divorce et une compensation financière substantielle. Lyudmila Fyodorovna s'était contentée de rire. « Tu n'obtiendras rien, disparais complètement de ma maison. » À cela, Alexandre avait menacé d'informer le département de lutte contre le détournement de biens socialistes de toutes leurs affaires louches et malversations. La belle-mère avait momentanément perdu la parole. Pour la première fois de sa vie, elle était confuse. Mais elle s'est vite ressaisie, a souri et a accepté les conditions. Le lendemain matin, Vyuchina a couru voir Bachmakov et l'a mis au courant de la situation. Il a paniqué. Après tout, ils étaient tous deux impliqués dans les machinations. Mais la dame rusée l'a rassuré. Pour neutraliser le gendre, Lyudmila Fyodorovna avait promis une généreuse récompense. Et immédiatement, elle a posé 5000 roubles sur la table, à l'époque une somme colossale, équivalente au prix d'une nouvelle Jiguli. Les yeux de Bachmakov ont brillé d'avidité. Pendant plusieurs jours, Vyuchina et Bachmakov ont réfléchi à la façon de se débarrasser de Soloviev. Finalement, ils ont conçu un plan élaboré. La belle-mère a appelé son gendre avec une offre alléchante. Elle aurait soi-disant trouvé un appartement à Leningrad pour lui, qu'il devrait aller voir. Le naïf Soloviev a accepté et est monté dans la voiture de Bachmakov. En chemin, la belle-mère a demandé de s'arrêter en invoquant des affaires urgentes et est descendue du véhicule. Au lieu de l'appartement promis,
Bachmakov a emmené Soloviev dans son bureau vide et lui a expliqué qu'il y avait oublié les clés de l'appartement qu'ils allaient visiter. C'était un jour de congé. Le bâtiment était vide. Lorsqu'ils étaient seuls dans le bureau, Bachmakov a profité du moment et a frappé Soloviev avec un objet contondant. Après un certain temps, la belle-mère est entrée dans la pièce avec une expression mauvaise sur le visage. Lyudmila Fyodorovna, sans remords, a profité personnellement de l'occasion contre son gendre sans défense et a endommagé son organe vocal. Ensuite, elle a ordonné à Bachmakov d'emmener le blessé hors de la ville. Lorsque des perquisitions ont été effectuées ultérieurement dans l'appartement et à la datcha des Viouchines, les enquêteurs ont été surpris par la quantité de biens appropriés. Il s'est avéré que la rusée belle-mère s'était appropriée une somme de plus de 100 000 roubles. À cette époque, c'était une somme colossale. On murmurait que Lyudmila Viouchina avait caché en lieu sûr une partie des fonds obtenus illégalement. Cependant, elle n'a révélé à personne l'emplacement de la cachette. Même devant le tribunal, la femme a continué à insister sur son innocence. Lyudmila Viouchina a été condamnée à 12 ans de prison avec confiscation totale des biens. Son complice Igor Bachmakov a reçu 15 ans. Le tribunal a pris en compte ses aveux sincères. C'est peut-être pour cela qu'il a réussi à éviter la peine maximale. Lyudmila Viouchina aspirait au bien-être de sa fille, mais elle ne lui a apporté que le malheur. Svetlana est restée seule avec 2 enfants, et elle n'a pas eu la vie facile. Les difficiles années 90 commençaient là. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Lorsque Viouchina a été libérée après de longues années, une femme l'attendait à la porte. C'était Sveta. On dit que la mère et la fille ont longtemps pleuré et se sont demandé pardon mutuellement.